Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-François Ballaudet, je préside l'université Paris-Nanterre et en effet, je préside également l'Alliance Athéna, qui est une des 5 alliances nationales de recherche, qui est l'alliance donc, des sciences humaines et sociales. Et par ailleurs, pas mal d'investissements à la conférence des présidents d'université. Je préside notamment la commission des moyens et personnels. Ça n'a pas de relation directe avec notre table ronde, mais enfin, c'est une manière de dire que j'attache beaucoup d'importance aux conférences et c'est aussi une des raisons de ma présence aujourd'hui, hein, par mon biais, impliquer la CPU et rendre présente la CPU au sein de votre congrès. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, je suis Éric Godelier. Donc, effectivement, pendant 15 ans, j'ai été le président du département Humanité et Sciences sociales à l'École Polytechnique. Et à l'époque, j'avais été recruté pour développer les formations en management et en organisation. Il paraît que les polytechniciens ne savaient pas très bien gérer les gens et les institutions, donc j'ai essayé de le faire. Depuis 2-3 ans maintenant, mes collègues m'ont fait l'amitié et l'honneur de m'envoyer donc, à la conférence des grandes écoles, où je suis avec Maria Bonafous-Boucher, déléguée nationale pour les SHS. Et donc, je vais essayer de vous faire partager un certain nombre d'expériences ou de projets qu'on est en train de monter. Merci à vous. Et Maria, effectivement, ne pouvait pas être parmi nous, mais vous voyez bien, elle est présente. Et vous voyez bien ce choix-là, quelque part, donc en relation avec le sujet. Nous avons souhaité vraiment adresser le sujet en relation avec l'ensemble de nos missions, que ce soit la formation, que ce soit la recherche, l'innovation, l'entrepreneuriat. Et ces sciences humaines et sociales, quelque part, ils sont présentes pratiquement un peu partout et d'une manière transversale. Alors, ce que je voulais juste introduire, et après je passerai la parole, c'est que je ne vais pas revenir plus en détail sur les transitions multiples qui ont été évoquées par les uns et les autres, et parfois d'une manière très, très pertinente et intéressante. Mais le constat que nous faisons, c'est que nous sommes quand même devant des transformations profondes de la société, des transformations également durables. C'est pas quelque chose, c'est pas un épiphénomène, c'est pas quelque chose qui est limité dans le temps. Nous sommes engagés dans un cycle de plusieurs années et donc un changement social relativement profond et important. D'ailleurs, vous le constatez bien avec les nouvelles générations de nos jeunes que nous accueillons dans nos établissements. Eh ben, on a déjà des générations dont les compétences sont différentes, des profils différents et des attentes aussi et des recherches différentes. En même temps, ces transformations créent énormément d'opportunités. Parfois, on peut passer par des crises et comme, je dirais, disent les orientaux, crise rime aussi avec opportunité. De formidables opportunités de création de valeur. Également des actions relativement importantes en relation avec l'environnement, en relation avec les responsabilités sociétales, etc. Donc vous voyez bien que, et pourtant, nous sommes aussi arrivés à un stade où les technologies sont suffisamment matures, suffisamment maîtrisées, et nous pouvons effectivement les hybrider, les mélanger pour pouvoir innover et adresser, répondre aussi à un certain nombre de besoins et de marchés ici et ailleurs. Le terrain de jeu, si on peut s'exprimer ainsi, est terrain international. Donc, souvent, les questions qui reviennent assez souvent et que nous voulons partager avec vous, c'est comment repenser cette chaîne de valeur, cette chaîne de cycle de vie, des matériaux, des systèmes, des ouvrages, en partant de la phase, je dirais, de réflexion, de conception, de coproduction, de collaboration et aussi de recyclage. Ce matin, on disait aussi, c'était le directeur général, le président directeur général de Veolia, qui disait que les déchets, c'est une ressource, comme les autres ressources. Donc, comment peut-on travailler et valoriser tout ça ? Quelle innovation pour une meilleure gestion des risques et de l'environnement ? Souvent, on a de plus en plus des approches plus orientées risques, maîtrise des risques notamment. Donc vous voyez bien qu'on a essayé aussi, d'une manière ou d'une autre, de répondre à ces besoins
à ces évolutions. Les écoles d'ingénieurs, souvent, préparent, je pourrais utiliser un slogan que je connais bien, ingénieur et pas seulement. C'est-à-dire, un ingénieur, c'est des compétences cœur en relation avec les fondamentaux, notamment les compétences qu'on a qualifiées ce matin de techniques, de spécifiques, au plus haut niveau. On me demande, je dirais, de ne rien lâcher. C'est quelque chose de très important. Mais en même temps, on nous demande aussi des compétences dites sociales, soft skills, ou des compétences, je dirais, cognitives, comme ça a été rappelé ce matin. Donc, quelque part, c'est un spectre de compétences qui s'élargit de plus en plus. Et on a des propositions, ingénieur-manager, ingénieur en lien avec les enjeux sociétaux, ingénieur-architecte, etc. Et on assiste également, pour ne pas rester que sur les écoles d'ingénieurs, parce que c'est important, et il y a cette belle diversité au niveau de la CGE, on constate également le même mouvement, ou un mouvement équivalent, dans les écoles de management, dans les écoles d'architecture, dans les Sciences Po, et notamment Sciences Po Lille qui nous accueille aujourd'hui. Donc vous voyez bien, c'est une tendance très lourde, et on voit qu'on a besoin d'aller encore plus loin. À titre d'exemple, juste pour donner un chiffre qui est assez facile à retenir, je pourrais parler des écoles d'ingénieurs que je connais un peu mieux. 1980, la place des sciences et humaines sociales dans les formations, c'était 5-8%. Aujourd'hui, 2018, on est entre 20 et 30%. Donc vous voyez bien que la place que nous avons libérée dans les cursus de formation et même dans les laboratoires de recherche en relation avec les sciences humaines et sociales, c'est une place relativement importante et qui s'exprime au plus haut niveau de la stratégie et également aussi de manière budgétaire à travers effectivement les budgets des établissements. Des défis du point de vue économique, management, et également aussi côté sciences humaines et sociales qui nous ramène vers notre atelier et le point effectivement cœur de notre atelier. Peut-être je passe la parole à Jean-François pour introduire un certain nombre de questionnements avant d'aller un peu plus loin. Merci. Merci, Mohamed. Alors, juste un mot très bref sur l'Alliance Athéna. Elle, au fond, elle rassemble, comme toute alliance, elle a vocation à rassembler tous les acteurs du champ ou du grand domaine scientifique qui leur correspond. Et dans le cadre de l'Alliance Athéna, je crois que c'est bien le cas. Et donc, je souligne en particulier le fait que si les plus nombreuses forces sont constituées par les universités et le CNRS, les grandes écoles, ils sont bien présentes. Et de fait, la convention constitutive de l'Alliance repose sur notamment le trinôme CPU, CGE, CNRS. Voilà. Donc c'est très important, évidemment, de rappeler cela et aussi de dire en un mot également que, certes, une alliance de recherche a vocation à plutôt travailler par définition sur la recherche, c'est la commande de l'État, au fond, mais nous ne nous interdisons pas de nous interroger un tout petit peu plus largement. Il y a un sujet qui, à l'interface de la recherche de la formation, qui est le doctorat, sur lequel nous travaillons, parce qu'il y a un vrai sujet de valorisation du doctorat, et notamment du doctorat en sciences humaines et sociales, et les questions des nouveaux métiers et de la valorisation dans les formations des sciences humaines et sociales nous importent aussi. Donc ça, c'est un premier point. Le point suivant, je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, et je suis vraiment désolé de n'avoir pu rejoindre le congrès qu'il y a quelques minutes. Voilà, agenda oblige. Donc je suis évidemment frustré, et j'espère ne pas dire des choses par trop redondantes ou même peut-être en décalage par rapport à la pédagogie, à certaines réflexions. D'accord. Mais disons, convenons que par sciences humaines et sociales, nous entendons un ensemble très large qui englobe à la fois ce qu'il est convenu d'appeler les humanités, avec les arts et les lettres, les sciences sociales, l'économie, la gestion, le droit. Et ayant dit cela, nous avons un ensemble très englobant et très, du coup,
conséquent de disciplines. Et c'est de celle-là que je pense nous avons intérêt à parler, quand bien même dans la perspective de la réflexion qui est la vôtre, l'on pourrait se dire que certains secteurs des SHS sont plus particulièrement importants ou pertinents, peut-être, mais peut-être pas tout à fait. Là aussi, nous pouvons éventuellement y revenir. Et je pense que l'enquête dont nous parlera Eric nous amènera à revenir sur ce sujet. Et puis, dernière réflexion préliminaire autour des transformations sociétales. Au fond, qu'est-ce que les sciences humaines et sociales peuvent apporter en la matière? Alors, il y a 1000 choses à dire, sûrement, mais première réflexion très, très large, très large. Elles ont pour mission d'observer, évidemment, ces transformations sociétales dès lors que leur domaine scientifique porte sur l'homme et sur la société. Elles ont dans leur cœur de cible les mouvements de la société, les transformations de la société. Donc elles y travaillent en permanence. Et il est aussi intéressant de noter, parce que c'est souvent oublié quand on se pose les questions des transformations sociétales, parfois, pas toujours, mais on a tendance à peut-être faire un peu table rase du passé ou ne considérer que, disons modérément, ce que le passé a pu apporter ou la façon dont il a pu contribuer aux situations contemporaines que nous connaissons. Donc cette dimension historique est, je crois, très importante. À chaque fois qu'on est capable de la mobiliser, elle redonne de la profondeur à la perspective. Et c'est un détour, je pense, utile, voire indispensable, souvent, que de revenir sur des expériences passées, quand bien même les contextes ont changé, quand bien même les environnements de vie et de travail sont considérablement modifiés. Bon, je pourrais développer longuement, mais je ne veux pas m'enflammer, donc je m'en tiens là. La dimension observation-analyse est capitale, et dimension prospective aussi. Cela se retrouve dans généralement, dans les pratiques des champs scientifiques concernés, à de rares exceptions près, en fonction de l'objet dont il s'agit. Ce qui veut dire que... Voilà, vous voyez arriver avec ma réflexion qui est évidemment un peu téléphonée. Toute transformation sociétale, dans la perspective d'une réflexion sûre ou d'une anticipation, ne peut être considérée ou envisagée qu'avec l'apport des sciences humaines et sociales, parce qu'autrement... ce serait une remise en question vraiment très fondamentale de ce qu'elles ont vocation à travailler. Alors, lorsqu'on a dit cela, on n'a pas tout dit, parce que si elles ont évidemment en leur cœur d'activité l'observation et les réflexions sur les transformations sociétales, il me semble aussi que l'on peut dire qu'elles ont, en vertu même de cette orientation qui est la leur, vocation à participer des transformations sociétales, puisque l'observateur n'est jamais tout à fait neutre. Enfin, il peut s'y efforcer, mais comment dire, le fait de se consacrer à l'observation de l'homme et de la société est supporté par des valeurs tout de même qui amènent à réfléchir sur la façon dont ces évolutions pourraient se faire, devraient se faire, ou gagneraient à se faire d'une autre manière que ce que l'on observe, ou encore que des besoins qui sont observés et qui ne trouvent pas de satisfaction pourraient trouver des réponses nouvelles qui n'existent pas. Et derrière cela, évidemment, se cachent beaucoup d'enjeux sociaux profonds, des enjeux de discrimination, d'inégalité, d'inclusivité. Ce sont des sujets sur lesquels travaillent les SHS et sur lesquels elles sont amenées forcément à se positionner. Donc c'est porté par des valeurs aussi, et c'est éventuellement créateur de valeurs et créateur de propositions. Donc ça peut se marquer par des travaux de recherche,
en matière, dans le domaine de la recherche de l'innovation, innovation sociale ou plus largement, mais aussi dans le domaine de la formation, évidemment. Donc c'est toute la problématique des métiers, des compétences, et des nouveaux métiers, des évolutions très rapides de ces métiers sur lesquels nous nous penchons et sur lesquels nous travaillons aussi, puisque nous en tant que spécialistes des sciences humaines et sociales, formons nos étudiants, nos élèves, en fonction de ces environnements changeants. Je dirais aussi que ça se joue à travers les politiques d'établissement, ce qui n'est pas non plus indifférent, c'est-à-dire qu'un établissement d'enseignement supérieur, université ou grande école, a aussi une forme d'exemplarité, c'est-à-dire qu'au fond, rien de ce qu'il fait n'est indifférent. Qu'il soit imperméable à la transition écologique ou qu'il soit au contraire très proactif dans ce domaine. De toute façon, ne rien faire a une signification, faire en a une bien plus positive, je pense. Et évidemment, ça peut se faire un peu naturellement, comme M. Jourdain fait de la prose, mais ça gagne forcément à être pensé et réfléchi. Et donc là encore... c'est un plaidoyer évidemment en faveur de l'implication à toutes les échelles de ce que les sciences humaines et sociales peuvent apporter en la matière. Voilà, quelques réflexions vraiment générales et préliminaires, mais qui peut-être pourrait se conclure sur ce propos préliminaire par un dernier point, parce que je crois que c'est important, très important, surtout face à vous. De plus en plus, les SHS, comme on dit, s'efforcent de ne pas, de ne pas s'enfermer dans la sphère définie qui les englobe. C'est-à-dire que nous avons besoin de nous identifier, d'être identifiés, comme cet ensemble large que j'ai rapidement évoqué. Mais tout l'enjeu des évolutions en cours et à venir, c'est de favoriser les croisements disciplinaires au sein du domaine des SHS. Ça se fait de plus en plus, mais aussi à ce qu'on pourrait appeler aux interfaces. Et c'est donc de plus en plus le cas, et c'est de plus en plus souhaitable, de fait, que les sciences humaines et sociales soient capables de travailler avec les autres grands champs scientifiques. Le besoin est là, il est avéré dans le domaine de la recherche, mais certainement aussi dans le domaine de la formation. Donc voilà, il me tenait à cœur aussi de le préciser, parce que le modèle des SHS que nous défendons aujourd'hui, c'est un modèle ouvert, qui est un modèle non clos, ouvert. On n'est pas en train de défendre des disciplines qui seraient moins fortes ou qui seraient plus fragiles, à moindre rentabilité que d'autres. Enfin, je crois qu'on est en train de dépasser cette vision des choses, et c'est très important aussi pour anticiper sur la façon dont nous pouvons imaginer d'utiliser, d'embarquer, de travailler avec l'ensemble des champs scientifiques, donc SHS comprises. Merci Jean-François. Je ne sais pas, on ne veut pas non plus que ce soit une première partie où il y a nos interventions, une deuxième partie, l'échange. On veut que ça soit ouvert et interactif, donc n'hésitez pas, il y a des micros qui peuvent circuler dans la salle. Vous pouvez intervenir pour compléter, pour dire ne pas partager, etc. Voilà, tous les points de vue sont les bienvenus, et c'est un atelier, donc plus il est interactif, mieux c'est. Et l'idée, c'est de sortir avec une production qui pourra alimenter effectivement notre feuille de route au niveau de la CGE. On en parlera pour un événement éventuellement sur lequel nous sommes en train de travailler en 2019. Oui. Micro, s'il vous plaît. On m'a dit qu'il y a 4 ou 5 micros, donc si on peut, je dirais, les répartir d'une manière distribuée au niveau de la salle, ça serait une excellente chose. Oui, Elisabeth. Ouais, voilà, merci. Isabelle Barthes, INSECU. Moi, c'est plus un témoignage. Je suis en sciences de gestion. Je travaille depuis très longtemps avec des SHS. Alors d'ailleurs, la question, c'est est-ce que les sciences de gestion sont dans les SHS ? Oui, mais enfin, c'est une vraie question, puisqu'elles ne sont pas dans ce domaine-là traditionnellement. Ça pourrait être une question. Et moi, je travaille beaucoup en transdisciplinaire avec des psychologues, des sociologues et des philosophes. Ce que je constate, c'est que les sciences de gestion sont toujours très accueillantes avec des philosophes, avec des sociologues. Elles sont vraiment des sciences creusées, mais je peux vous dire que c'est extrêmement dur d'aller, en tant que chercheur en sciences de gestion, gestionnaire,
vers des philosophes, vers des sociologues. Les silos sont beaucoup plus étanches, je dirais, à pénétrer que dans l'autre sens. Et on a la même chose dans l'entreprise. L'entreprise accueille très volontiers des philosophes, des historiens, etc. Je ne suis pas convaincue qu'on ait le... Donc, je voulais quand même que ça soit dit, partager avec vous ce témoignage. Et j'ai essayé de très nombreuses fois, depuis des années. Oui, ça ne m'étonne hélas pas beaucoup. J'ai observé dans mon université effectivement un certain nombre de comportements assez intéressants et effectivement, ça n'est pas parce que vous venez de faire cette réflexion et que des collègues sont présents dans la salle qui connaissent bien les sciences de gestion à Nanterre. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, pour ce qui est de la gestion, j'ai moi aussi observé cette grande ouverture. Eh bien, les voisins économistes sont beaucoup plus réservés à travailler avec d'autres. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a alors c'est des tribus peut-être locales ou des habitus qui restent bien plus larges et donc qui se vérifieraient nationalement, c'est à voir. Mais selon l'histoire des disciplines et la conception que le domaine scientifique a de lui-même, de son statut, de sa position, effectivement, on peut constater des difficultés de ce genre. Nous, en ce moment, avons des projets qui vont devoir mobiliser, si on veut les mener à bien, plusieurs disciplines. Donc il faut convaincre effectivement, il y a un travail de conviction à mener en direction des collègues pour les conduire vers cette manière de travailler. C'est aussi éventuellement lié aux objets, c'est éventuellement lié aux manières de travailler, parce qu'il y a c'est vrai que dans ce secteur, il peut y avoir des modes de travail qui sont plutôt solitaires, ou enfin qui étaient traditionnellement plutôt conduits par un chercheur isolé. C'est en train d'évoluer heureusement. Donc l'apprentissage du travail collectif se fait. Dès lors qu'il y a du collectif, les mariages disciplinaires sont probablement facilités, mais effectivement. Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais oui, vous avez raison. Arnaud Poitou, je suis directeur central de Nantes. Évidemment, les SHS sont un champ disciplinaire qui est très attendu dans les formations d'ingénieurs. Je suis toujours un petit peu étonné quand on me dit qu'il faut faire des SHS parce que ça développe les soft skills. Enfin, je pense qu'on peut développer les soft skills aussi en faisant du rugby, enfin, en faisant des tas de choses. Et moi, c'est pas là où j'attends forcément le plus les SHS. Si je devais donner une image, moi, je dirais que dans le temps qui est le nôtre dans la transformation de la société, on passe quand même d'une vision dans laquelle le salarié qu'on forme est sur une route, enfin, donc sur des chemins tracés, et donc ce que l'ingénierie apporte, enfin ce que la formation d'ingénieur traditionnelle apporte à ses étudiants, c'est une carte, c'est une espèce de carte Michelin. Et je pense que dans un monde un peu plus complexe en réseau, les SHS sont fondamentales pour nos étudiants parce que ça donne une boussole. Et c'est plutôt cette image-là qui pour moi est intéressante, c'est-à-dire que nos étudiants ont besoin d'avoir une compréhension du monde qui n'est pas simplement causale, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, et d'avoir une vision un peu plus globale. Alors pour autant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas trouvé la réponse à la question comment on fait pour instiller efficacement ces SHS dans une formation, parce que les emplois du temps ne sont pas quand même très, enfin, on n'a pas énormément d'heures, et je pense qu'on peut avoir une réflexion collective pour voir un petit peu comment on pourrait avancer sur cette question-là. Merci Arnaud. On prend peut-être une salve et après par ici, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous présenter. Bonjour. Bernard Ruffieux, je suis directeur de Grenoble INP Génie Industriel, par ailleurs professeur de sciences économiques. Et j'aurais juste 2-3 remarques. La première, c'est que autour de la transformation profonde de la société, je trouve en tant qu'économiste que le fait d'enseigner dans une école d'ingénieurs, et en particulier dans le génie industriel, est une formidable opportunité pour que la discipline elle-même évolue. C'est-à-dire qu'au fond, la discipline sciences économiques, comme la gestion d'ailleurs, comme le droit dont on parlait ce matin, seront d'autant plus utiles à la transformation de la société qu'elle-même se transforme. Quand
quand on voit les révolutions industrielles successives qu'on a connues, je pense qu'à chaque fois, finalement, les sciences sociales, en particulier l'économie, que je connais bien, ont formidablement évolué, et que cette évolution, en grande partie, a eu lieu dans les écoles d'ingénieurs, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et donc, je pense que moi, quand je fréquente aussi mes collègues économistes, on va dire, académiques, disciplinaires, par ailleurs, et la posture qu'ils ont, le retard qu'ils ont face à l'industrie du futur, face aux transformations en cours dans la société, ne serait-ce qu'en termes d'interrogation, est formidablement intéressante. Et du coup, ça m'amène directement à ma deuxième remarque, qui est que si on veut finalement que les sciences sociales participent profondément à cette transformation en cours, et que les ingénieurs en soient aussi les participants, je pense qu'il faut qu'on se saisisse, on est beaucoup ici dans cette salle, mais quand même des sciences sociales comme de vraies sciences, c'est-à-dire attelées à de la recherche, à des laboratoires, à des études, à des recherches très très avancées, et que même si on en fait 10%, 15%, on la fasse de manière très très sérieuse, comme on fait de la physique, comme on fait des neurosciences aujourd'hui, et que ce soit vraiment les sciences sociales les plus avancées, celles qui finalement vont transformer la société, qui soient enseignées et attelées au laboratoire de recherche. Ce qui veut dire que finalement, la capacité de transformation des SHS pour la société du futur sera d'autant plus forte que ces disciplines se transforment, et leur transformation, je pense, est au moins autant du ressort des grandes écoles que des disciplines académiques de l'université. Merci. On va prendre une dernière intervention de cette première phase, parce qu'il y a certaines interventions qui commencent aussi à un petit peu à anticiper ce que Éric Cordelier va présenter en termes d'état des lieux, parce que ça peut être intéressant. Alors, il y a Patrick Le Floch, IEP Rennes, et ensuite, monsieur, donc, alors je voyais, il y a, pour la mixité, on est peu loin de la parité, donc peut-être une dernière intervention. Alors les trois, allons-y. Oui, merci Mohamed. Patrick Le Floch, directeur de Sciences Po Rennes. Juste simplement pour évoquer un point. Il est certain qu'à l'avenir, il faudrait qu'il y ait un renforcement, je vais dire, des partenariats entre les formations d'ingénieurs, ou les formations de management, ou les formations de type Sciences Po. La pluridisciplinarité, elle est fondamentale. La pluridisciplinarité, elle est déjà au cœur, ce que Monsieur le Président évoquait tout à l'heure, au cœur en fait de la formation de Sciences Po, par exemple. C'est quelque chose que l'on fait depuis effectivement très longtemps. Mais on s'est rendu compte, je prendrai juste cet exemple, que nos étudiants, par exemple, ont été amenés à travailler dans le cadre du module projet sur des difficultés qui étaient rencontrées au niveau de la société. Des difficultés pour pouvoir réaliser des projets concrets. L'implantation des éoliennes, par exemple, dans la baie de Saint-Brieuc. Alors c'était un problème qui est éminemment complexe. Vous avez beau avoir une technologie qui est extraordinaire, qui peut être appliquée. Si la société ne veut pas de cette technologie, la technologie ne sera pas appliquée. Donc le point qui est important, c'est qu'il y ait des échanges amont entre les sciences sociales et les sciences dures. Et c'est donc la raison pour laquelle, et puis je dirais, je ne serai pas plus long, que par apprentissage, et justement aussi avec l'INSA Rennes, on a lancé, nous, cette année, un parcours qui est complètement innovant, un parcours en 6 années, pour que les élèves deviennent ingénieurs et fassent Sciences Po en même temps. C'est-à-dire qu'il y a avec un degré d'exigence élevé au niveau des mathématiques et des sciences de l'ingénieur, et en même temps au niveau des sciences humaines et sociales qui sont essentielles pour comprendre la gouvernance de nos territoires. Merci Patrick. Et ensuite, monsieur, je vous laisse vous présenter. Oui, Pierre Corr, directeur de l'UTT à Troyes. Un orateur ce matin a évoqué le 19e siècle. En fait, le 19e a été vécu par ses habitants de l'époque comme une période de très grands changements, d'effondrement des grandes solidarités sociologiques, transformation industrielle, transformation politique. Enfin, il y avait très certainement, ça a été vécu par les gens de l'époque, au moins autant que maintenant, comme une période de transition extraordinaire, de route vers l'inconnu. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien probablement qu'on a vu à ce moment-là émerger l'organisation scientifique du travail, la sociologie, les travaux de Durkheim sur la division du travail social, l'économie s'est fortement
transformés aussi à l'époque, sans parler d'érudits comme Fussel de Coulanges, hein, qui en fait revisitaient l'Antiquité pour critiquer une vision un peu mythique de l'Antiquité portée par la Révolution, avec tout ce que ça avait apporté, selon lui en tout cas. Donc pour dire qu'on a déjà vécu dans une histoire quand même pas si éloignée que ça d'immenses effondrements sociologiques et transformations sociétales. Ça s'est traduit par l'émergence de nouvelles disciplines. La sociologie a été enfantée par la philosophie. Enfin, c'est une science relativement récente. Parlons pas des sciences pour l'ingénieur qui sont arrivées progressivement au fil des découvertes. Donc en fait, ma question là derrière, ce serait un peu, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à apprendre en faisant un détour, en revisitant cette époque au travers des SHS, pour éclairer peut-être un petit peu comme le tableau de Mendeleïev, de montrer qu'il y aurait des cases qu'il faudrait explorer, auxquelles on pense peut-être pas. Voilà. Enfin, c'est une question un peu ouverte. Oui, tout à fait. Et je pense qu'elle va nous accompagner quelque part durant l'atelier, voire même au-delà. Je donne peut-être la parole à Christine. Donc Nathalie Gartizer, moi je suis enseignante-chercheur en sciences de gestion à l'INSA de Strasbourg depuis presque 20 ans maintenant et en recherche dans un laboratoire de Strasbourg en sciences pour l'ingénieur également depuis à peu près aussi longtemps. Les deux remarques par rapport à ce qu'on a entendu depuis ce matin. La première remarque, je suis quand même en train de me demander de plus en plus si tout ce qu'on dit sur tout ce qu'on a dit sur la volonté aujourd'hui des étudiants d'avoir un parcours différent, toute l'attente des entreprises sur des savoir-être, est-ce qu'on est complètement lié à l'enseignement des SHS entendu au sens aussi large qu'on veut, quels que soient les modes d'enseignement? Pour moi, je pense que c'est pas tout à fait le lien n'est pas tout à fait direct, et je pense que en école d'ingénieur en particulier, puisque c'est quand même le type d'enseignement de formation d'école que je connais le mieux, je pense que mes collègues en sciences fondamentales ou en sciences pour l'ingénieur ont tout autant que nous gestionnaires et autres domaines de ce grand SHS, un rôle à jouer là-dedans. Donc ça, c'est le premier élément. Je pense qu'il y a deux dimensions différentes et ce savoir-être, pour moi, n'est pas porté uniquement et exclusivement par les sciences humaines et sociales et qu'on a un autre rôle, enfin que ces domaines-là ont un autre rôle à jouer dans les formations d'experts, alors ingénieurs et sûrement managers. Donc ça, c'est le premier élément. Et lié à ce premier élément, il y a un deuxième élément, c'est qu'en particulier en école d'ingénieur, très souvent j'entends, puisqu'on parlait, on est tous confrontés à la même difficulté, qui est que les emplois du temps ne sont pas extensibles. Au contraire, on cherche à réduire le nombre d'heures de face à face des élèves, de trouver des nouveaux modes pédagogiques. Et la solution de facilité pour certains, c'est de dire les sciences humaines, ça s'acquiert sur le tas dans l'entreprise. Et finalement, on nous dénigre en quelque sorte le statut de science avec un apport fondamental. Et là, pour le coup, on est en plein dans les compétences cognitives dont on a parlé ce matin, où là, on a, comme les autres sciences, un vrai rôle à jouer. Et je pense que c'est ça l'évolution majeure des formations en particulier d'ingénieurs sur les 10-20 dernières années. Et des fois, j'ai envie même de répondre, les maths aussi, ou la physique, ça peut peut-être s'acquérir aussi sur le tas en entreprise. Et je pense qu'une grande difficulté dans la place des enseignements, là encore, quels que soient les formats, et moi je crois beaucoup aux projets et aux projets collaboratifs sciences métiers et sciences humaines et sociales au sens large. C'est ça le vrai défi pour moi, en particulier au niveau des directions d'école et de ce que j'entends dans les conférences, etc. Je pense que là, on est tous à peu près d'accord, mais quand nous, enseignants, on est face à nos collègues de maths, de physique, de méca et autres, j'en passe, c'est pas tout à fait le même discours. Et je pense qu'en école de management, on a
à peu près les mêmes schémas. Bien. Donc, merci. Donc, effectivement, ça soulève plusieurs aspects. C'est très important de les partager. Je voulais juste revenir à l'intervention du directeur général de l'UTT. C'est vrai, revisiter, surtout avec de nouvelles boîtes à outils, des moyens, des regards différents. Souvent, c'est aller dans des espaces non-solutions. Et c'est là où on peut effectivement faire de belles découvertes. Jean-François, tu souhaites peut-être dire quelque chose Oui. Sur ce point-là Oui, volontiers. Enfin, j'y faisais allusion tout à l'heure, mais je pense que cette profondeur historique, elle est indispensable. C'est pas, alors je disais tout à l'heure, pour comprendre le point où nous en sommes, revenir sur ce qui a précédé, mais aussi bien être capable d'étudier ou de revenir sur un moment donné ou des moments historiques donnés et le revisiter. Et on peut être très instruit dans un débat qui est d'ailleurs sans fin, parce qu'il y a aussi matière à interprétation finalement sur des périodes charnières de l'Antiquité gréco-latine, sur la période médiévale, la fin de la période médiévale, la Renaissance, le 19e. Il y a des moments clés et d'autres moins évidents, moins évidemment cernés, qui peuvent être très, très instructifs. Et de fait, le travail de l'historien, c'est quand même cela. C'est revenir sur... on est au-delà de la chronologie, mais sur les chaînes causales, sur les significations profondes de tel moment ou de tel événement, avec les articulations entre les dimensions économiques, sociales, culturelles, intellectuelles. Et puis ces moments-là ont aussi produit une très puissante doctrine philosophique, idéologie, qui est le marxisme. Hein. C'est quand même ce qui a marqué et conditionné une bonne partie de l'histoire contemporaine. Donc c'est vrai que ces retours perpétuels sur ce que nous avons connu ici ou ailleurs est peut-être extrêmement éclairant, et je ne peux que faire l'apologie du déport ou du dépaysement pour mieux revenir sur les problématiques contemporaines. Ça me paraît tout à fait clair. Et ça, c'est donc vraiment un apport des SHS. Il y en a un autre, vous avez évoqué en parlant des éoliennes, hein, et on va sans doute y revenir, c'est-à-dire comprendre les besoins tels qu'ils évoluent, tels qu'ils émergent, comprendre les usages, les attentes, comprendre les résistances qui peuvent avoir elles-mêmes leur histoire et s'ancrer dans des principes explicatifs divers, c'est aussi évidemment essentiel. Donc c'est vrai qu'au bout du compte, puisque vous parliez de la question des soft skills et de ce qu'il y avait d'authentiquement SHS ou non SHS, certes, c'est vrai que le savoir-être ne dépend pas seulement évidemment des SHS. Ce que les SHS peuvent apporter en la matière, c'est plusieurs choses. C'est au fond le travail sur l'élaboration de la pensée, son expression, sur des enjeux de communication, de maîtrise oratoire, mais ce sont aussi des capacités à réagir face à une situation donnée, face à un imprévu, un inédit. Et cela, c'est vrai, je crois. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai fait de la philologie grecque, j'ai fait de l'histoire de la philosophie. Ça ne me destinait pas nécessairement à faire autre chose, mais je suis persuadé que ça m'a aidé ensuite à m'adapter à d'autres contextes et donc à voir toute nouvelle situation comme éventuellement un problème philologique à résoudre. C'est parfois assez compliqué, on peut y passer des journées. Et donc, je pense que la problématique des soft skills, elle est aussi de ce côté-là. C'est-à-dire quel type de disposition d'analyse, de critique et de mise en question, ces disciplines-là peuvent permettre. Mais effectivement, donc, pardon, mais je fais la boucle avec la question de l'enjeu recherche. J'en suis évidemment convaincu. C'est-à-dire, du point de vue de l'université, je n'ai aucune difficulté. Et je pense que c'est un enjeu pour les grandes écoles très intéressant à réfléchir. C'est-à-dire qu'on plaide toujours. C'est pas toujours réalisé sur ces articulations formation-recherche, sur cette alimentation réciproque entre les deux dimensions.
et effectivement, plus l'enseignement des sciences humaines et sociales est nourri de travaux en cours, de travaux de recherche, mieux c'est le partenariat avec Sciences Po, de ce point de vue, est certainement extrêmement intéressant. Enfin, ce sont des modèles évidemment à promouvoir et à défendre. Voilà, je crois qu'il faut aussi avoir des élèves et des étudiants qui sont capables de penser des problèmes qu'on pourrait dire purement intellectuels, décorrélés des situations professionnelles dans lesquelles ils se trouveront ensuite, pour qu'ils puissent d'autant mieux se préparer à aborder ces situations professionnelles. Donc c'est presque l'éloge de l'écart ou du pas de côté qu'on est amené à faire au bout du compte. Merci. Merci. Donc vous voyez bien qu'on a évoqué à la fois les élèves qui suivent ces formations-là. On a évoqué les entreprises on parle métier, compétences. On a parlé des équipes pédagogiques souvent pluridisciplinaires, etc. Et juste pour vous donner un premier retour d'une enquête que nous avons lancée en relation avec la CGE, sous la responsabilité d'Éric ici présent, c'est comment justement les jeunes, à la sortie de la formation, voire plusieurs années après leur formation, perçoivent un petit peu ce qu'ils ont eu comme formation. Parfois, ils sont allés peut-être en les poussant dans certains ateliers, certains cours, certains projets. Et la même chose aussi vis-à-vis des entreprises. Donc, Éric, tu peux nous donner une première synthèse de ce travail qui se poursuit et qui doit se concrétiser par un événement en 2019. Merci. Oui, merci Mohamed. Peut-être juste au préalable, pour mettre un petit peu l'étude qu'on a lancée, qui n'est pas totalement terminée en contexte, un anthropologue qui m'est assez proche à propos des sciences sociales dit « les sciences dures ou les sciences exactes, ça sert à gagner la guerre. Les sciences sociales, ça sert à gagner la paix. Et ça sert à comprendre le réel. » Pourquoi ? Parce qu'au fond, les débats ont commencé. Et de quoi traite-t-on quand on parle des sciences sociales ? Au fond, on cherche à comprendre les catégories, les classifications, les grammaires sociales d'autres acteurs individuels et collectifs. Et à partir de mon expérience propre et un certain nombre de dialogues que j'ai eus avec d'autres responsables dans d'autres écoles d'ingénieurs ou dans des écoles de management, à titre personnel, j'ai introduit le management au bac il y a quelques années. Et je peux vous garantir que c'était un très bel exercice de dialogue avec des silos disciplinaires ou avec... voilà. Donc, si ça vous intéresse, autour d'un bon verre, on pourra en reparler. Bref, à partir de cette constatation, le problème était de savoir, au fond, comme le dit un collègue qui s'appelle Michel Uyorka, le problème des sciences sociales, c'est comme le football. Il y a un sélectionneur, mais il y a 60 millions de sélectionneurs. Parce qu'en fait, dans plein d'écoles et dans plein de domaines et dans plein de gens, tout le monde a une représentation spontanée de ce qu'est ou n'est pas les sciences sociales. Alors vous pouvez me dire, ça peut être amusant, sauf qu'on l'a vu déjà dans les premières ébauches du débat, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux dans nos écoles sur les dotations en termes de profs, qui fait quoi, les frontières, où est-ce qu'on met, où est-ce qu'on met pas, et vous allez voir que ça apparaît dans un certain nombre de choses qu'on a commencé à voir. Alors je ne sais pas si c'est ça. Bon, je vous passe les défis parce que je crois que vous en avez parlé ce matin et donc je vais aller assez vite. Et je vais maintenant vous dire quelques mots sur donc l'objectif un peu fou qu'on avait avec Maria lancé donc il y a 2 ans, c'est-à-dire au fond l'idée de faire un état des lieux des SHS, ou on va dire de quelque chose qu'on appelle des SHS au sein de toutes nos écoles. Alors effectivement, il y a un prisme naturel qui fait que je viens d'une grande école d'ingénieurs, mais vous allez voir que on a essayé de tenir compte de ça. Donc en avril 2017, on a lancé une enquête par questionnaire. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs ont reçu le questionnaire. Et au fond, on avait plusieurs objectifs. D'abord, qu'est-ce que les gens mettent sous le vocable sciences humaines et sociales ? Et vous allez voir dans un instant que les réponses sont extrêmement variées et ça impacte et les politiques de formation, et les politiques de recherche, et les dotations budgétaires, et aussi les identités d'un certain nombre de collègues. Vous savez, je ne sais pas si vous avez regardé la télévision, il y a des gens sur un plateau télé, ils sont économistes, les mêmes sur le plateau d'après, ils sont sociologues, la troisième fois, ils sont
voyez, des gens, des spécialistes de la finance, enfin, qui sont très très forts d'ailleurs. Je suis toujours impressionné, surtout quand on les connaît un peu. Tu les connais, toi. Donc, voilà. Qu'est-ce que les gens disent à propos des SHS? Deuxième chose, bien évidemment, ceci va impacter, et c'est intéressant de voir comment, petit à petit, les écoles ont construit des stratégies de SHS. Alors, on parlait d'un exemple tout à l'heure sur le fait d'imposer ou pas dans les cursus, de mettre de la recherche, etc. Bon, il se trouve que là, je viens d'une école un peu privilégiée, puisque depuis l'origine, carrément 1794, quand l'école polytechnique a été créée, on a imposé de faire, alors c'était pas des SHS, c'était de faire du dessin industriel et de l'art. Donc il fallait que les polytechniciens aient des beaux esprits, mais depuis lors, et je peux vous garantir, c'est pas toujours facile. Je citais tout à l'heure à quelqu'un un exemple. Je me suis fait incendier par un élève qui a raté le corps des mines parce qu'il a eu une mauvaise note en SHS. Nous, on était assez fiers. Enfin bon, bref. Troisième chose, bien évidemment, l'objectif, c'est pas de faire un jeu intellectuel ou une étude pour l'étude. L'objectif de la CGE, je crois que c'est de partager des expériences. Et dans l'événement qu'on est en train de monter, auquel vous êtes bien évidemment tous convenus, ce qu'on souhaite, c'est que cette base, cette enquête, serve au fait à poser un certain nombre de questions qui vont permettre des échanges d'expériences contradictoires, convergentes, pour faire bénéficier un peu, ça c'est mon côté manager, du benchmark et des choses qui peuvent éventuellement être transférées d'un établissement à l'autre, d'une discipline à l'autre, etc. Alors, donc sur les 226 établissements de la CGE, on doit vous dire qu'on a été un peu déçus parce qu'on n'a eu que 95 réponses et alors, je ne sais pas si ça tenait à l'identité de ceux qui ont envoyé quasiment que des écoles d'ingénieurs. Donc pour deux raisons. Un, on nous a dit mais votre questionnaire il est très très école d'ingénieurs. Je bats ma coulpe publiquement. Et puis on a eu aussi une remarque, et ça revient à ce que disait Isabelle Barteler, c'est que les écoles de management, je n'ai pas tout à fait la même analyse qu'elles, nous ont dit mais nous on ne fait que du management, que des SHS. Pour avoir, oui j'ai oublié de vous dire, je suis professeur agrégé de gestion au CNU de gestion, je peux vous garantir que j'ai un autre témoignage et que quand on voit arriver des économistes, des sociologues qui travaillent sur l'entreprise, on leur dit aussi mais attendez, nous on est une discipline sérieuse, messieurs ou mesdames, allez voir ailleurs. Donc les écoles de management n'ont pas tellement répondu et on a eu, alors là notre déception aussi c'était que dans le périmètre de la conférence des grandes écoles, il y a aussi des écoles d'architecture et on aimerait bien avoir votre point de vue parce que là aussi c'est très important pour avoir une vision un peu plus objective. Alors, je vais très brièvement vous donner des éléments. Alors je suis désolé, je m'aperçois que si un élève m'avait fait un PowerPoint écrit si petit, je l'aurais envoyé dans ses pénates, mais comme quoi il faut... Bon, bref, je vais les commenter. D'abord, première constatation, une très grande définition ou une très grande variété de définitions des SHS. Alors bien évidemment, Jean-François l'a dit tout à l'heure, on a des gens qui disent la littérature c'est des SHS et donc on va retrouver de la philosophie dans les humanités. Et parfois dans certaines écoles, il n'y a que ça. Bon. On a aussi l'idée qu'il y a des sciences sociales. Mais ce qui est intéressant, et c'est une tendance mondiale, on n'a pas à se battre notre coulpe, c'est que souvent les sciences sociales sont réduites de fait à économie-gestion. Et donc, on a dans certains cas, et c'est quelque chose qui existe aux États-Unis, qui existe au Japon, etc. Et puis, bien évidemment, dans d'autres écoles, on a les langues et les cultures. Donc la formation aux langues font partie du périmètre, y compris dans les dotations budgétaires, des SHS. Alors, il faut quand même savoir que la conférence des titres, la CTI, donc les titres d'ingénieur, impose pour un certain nombre d'accréditations qui est 30% des SHS, et que parfois les débats sur où on met le curseur entre les langues et pas est important. Alors vous imaginez bien quand dans les dotations budgétaires, les recrutements de profs, on peut être à l'intérieur ou à l'extérieur, ça peut donner des atmosphères francs et viriles dans les négociations. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on a eu comme retour dans les objectifs assignés au SHS. Et là aussi, c'est très très varié. Pour certaines écoles, c'est de la culture générale. Après tout, ça ne fait pas de mal de faire un peu d'histoire, un peu de littérature, de connaître le monde. Ce sont des savoirs humanistes et des savoirs linguistiques. Bon. On a aussi une approche, une deuxième famille, où là, on voit clairement, et ça fait le débat avec les soft skills dont on disait tout à l'heure, les SHS, c'est un élément de formation à des compétences professionnelles ou professionnalisantes. Donc, qu'est-ce qu'on a reçu? On a eu, grâce au SHS, on va former aux responsabilités, on va former à la capacité relationnelle et réflexive, on va former à des responsabilités collectives, on va former aux technologies de gestion, et là, souvent, on retrouve l'innovation, l'entrepreneuriat, la gestion de projets, etc.
On a aussi l'idée que les SHS, ça a été abordé tout à l'heure dans le débat, sont est un pilier de la formation scientifique au même titre que d'autres. Ce n'est pas fréquent, mais ça existe. Et donc, dans ce cas-là, grâce au SHS et un certain nombre d'éléments que je vais détailler dans un instant, on développe une réflexion critique, une approche un peu différenciée de certaines méthodologies, etc. Et puis, dernière chose, et qui est quand même importante, c'est que souvent, on a vu des gens qui nous ont dit « les SHS, c'est le lieu ou le creuset de l'interdisciplinarité ». D'accord ? C'est vrai, mais ce n'est pas toujours facile. D'accord ? Les gestionnaires ou les économistes, quand ils discutent entre eux, ce n'est pas toujours très facile. Les sociologues et les historiens, vous connaissez la blague, quand vous mettez des sociologues autour d'une table, première chose qu'ils font, c'est qu'ils définissent les termes pendant des heures pour savoir s'ils vont trouver un point commun pour travailler ensemble. Si vous mettez des historiens autour d'une table, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils créent une revue. Alors, à partir de là, quelle constatation, à titre personnel ou avec des dialogues ? D'abord, les SHS sont très appréciés par les élèves longtemps après qu'ils aient quitté l'école. C'est-à-dire, moi, le nombre de patrons de polytechniciens qui me disent « Ah, Polytechnique, je me souviens de rien, mais qu'il y a un truc génial qui me sert tous les jours, c'est les SHS. » J'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres personnes, d'autres écoles, et on a cette chose intéressante. Deuxième retour, quand on discute avec des employeurs, ils disent que c'est très important les SHS. Par exemple, que ça permet de la formation d'un certain nombre de compétences, etc. Mais là aussi, de façon paradoxale, quand on a des représentants des employeurs dans un certain nombre de conseils, à titre personnel, on m'a dit un jour « Mais pourquoi, Eric, tu nous fatigues à enseigner la littérature à des polytechniciens? Ça ne sert à rien. » J'ai dit « Je pense que si, et là, on n'est pas d'accord. » Mais c'était un employeur important. Et puis, troisième chose, on constate qu'effectivement, dans les SHS, là aussi avec une variété selon les écoles, il y a de plus en plus de développement d'activités de recherche, encore une fois, qui peuvent être simplement limitées à du management de projet, du travail d'innovation, etc. Mais ce n'est pas systématique. Alors, à partir de là, voilà, quelles compétences, puisque au fond, est-ce que c'est ça ? Voilà. Quelles compétences? Comment les SHS doivent contribuer à former quoi? Et j'ai volontairement, de façon un peu provocante, je vous ai inscrit les deux extrêmes d'un continuum. Au fond, il y a d'un côté, à un bout, les SHS, ça sert à former des beaux esprits, quoi. C'est le gentleman du 18e. C'est toujours bien d'avoir un petit peu de socio, un petit peu de philo. Au minimum, ça servira dans les cocktails à l'ambassade de France quelque part. Et puis, mais ça peut être toujours utile. Voilà. Et puis à l'autre extrémité, vous avez au contraire des gens qui vont considérer que ce sont des bases de vocation professionnelle et professionnalisante. Et donc, il faut avoir une réflexion qui est sur quel SHS et quel type de compétences on peut former avec quel type de SHS. Et donc, là aussi, vous voyez, ne me dites pas que c'est pas vrai. Il y a des mélanges, beaucoup, mais on retrouve un petit peu, vous voyez, les deux pôles, et parfois avec des balancements au sein des écoles, selon les périodes, selon les personnes qui sont à la gouvernance, selon les dotations, selon le ministre, selon, etc. Alors, à partir de là, je crois qu'une chose qu'on peut dire, c'est qu'au fond, là où les SHS, et Jean-François l'a dit déjà un petit peu, ont vraiment un apport, et c'est pas facile à mettre en œuvre, c'est au fond de développer ou de mettre nos élèves dans une capacité de décentrement par rapport à un certain nombre de catégories, qui sont des catégories naturalisées dans nos cultures, dans nos formations. J'ai monté à la demande de Carlos Ghosn une chaire avec le Japon, la Chine et l'Inde, parce qu'il n'arrivait pas à faire travailler les ingénieurs français de Renault avec les ingénieurs japonais de Nissan. D'accord ? Un exemple, un numéro 2 ou 3 de la conception de véhicules m'a dit « On a mis 2 ans, excusez-moi l'expression, à s'engueuler avec les Japonais, avec à la fin des deux côtés, des analyses quasiment racistes. » De toute façon, les Japonais, ils sont psychorigides, ça ne sert à rien. Les autres disant, de toute façon, les Français, c'est n'importe quoi. Ils n'arrivaient pas à concevoir une voiture ensemble. Et cette personne de m'expliquer qu'au bout de 2 ans, ils se sont rendus compte que c'est dans la conception même de la voiture et de la mise en place de la mécanique qu'ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que les Japonais, quand ils concevaient une voiture, sur la table de dessin, la première chose qu'ils faisaient, ils mettaient le réservoir à essence et ils construisaient la voiture autour.
Alors que les ingénieurs français, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils construisaient la voiture, puis là où il y avait un trou, ils mettaient le réservoir. C'est simple, mais je peux vous dire, il leur a fallu 2 ans, mais à la limite de la rupture, hein, jusqu'au jour où on a commencé à discuter. Je leur ai dit, mais c'est pas seulement un problème de français versus japonais, c'est aussi la façon dont les ingénieurs mettent en œuvre leur savoir mécanique, leur savoir scientifique, leur savoir financier, etc. Donc cette capacité de décentrement, je pense que là, les SHS ont vraiment quelque chose à faire. On n'est pas les seuls, mais on peut y contribuer. Deuxième chose, notre laboratoire dans les SHS, c'est la vie. C'est sympa, parce que dès qu'on sort, on a un terrain. Hein. Il y avait un monsieur qui s'appelle White qui disait le Street Corner Society, c'est-à-dire vous allez au coin de la rue, vous avez votre terrain. C'est plus facile ou moins facile. Donc c'est un avantage, mais le problème, c'est comment vous allez mettre tous ensemble, on va mettre nos étudiants dans des situations d'inconfort. Et ça, nos étudiants n'aiment pas tellement toujours être dans des situations d'inconfort. Donc on doit être capable, et c'est là l'objectif et le lien avec la recherche, d'amener nos étudiants dans des situations d'inconfort. Alors comment on fait ça? Eh bien, on fait ça, par exemple, avec un certain nombre de leviers d'apprentissage. Une des choses, et c'est là où il faut être rigoureux, ce n'est pas tellement les bonnes sciences, c'est-à-dire sciences dures, versus les sciences sociales. J'avais une collègue, vous savez, moi je peux vous dire, dans le nombre de réunions à Polytechnique, on m'a dit « Ouais, toi, t'es les sciences molles, c'est le truc mou. » Alors j'ai une collègue qui avait trouvé un truc un peu plus chic, elle disait « On est des sciences souples. » Je trouve que c'est plus joli, parce que mou, ça fait un peu gymnase club, quoi. Tu vas aller faire des pompes et du step abdos fessier. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? D'abord, je pense que faire de la bonne science en sciences sociales, c'est développer des capacités de description et d'analyse d'un certain nombre des défis, mais aussi d'un certain nombre des objets réels que, au fond, la société a la chance de nous donner. Nous, on parlait des éoliennes. J'imagine, vous prenez vos élèves, vous les amenez au bout du champ, vous dites tiens, voilà, ton terrain, il est là. Maintenant, tu vas te coltiner le paysan, le maire. Voilà. Donc, développer des capacités de description et d'analyse d'un certain nombre de défis. Par exemple, essayer de comprendre comment les routines, ça a un côté un peu négatif. Non, les routines, c'est aussi des routines d'innovation. Comment les routines apparaissent, c'est-à-dire des collectifs apparaissent, des catégories se mettent en place, des agendas sont construits. Ça veut dire aussi une réflexion sur la façon dont les modèles d'action et de pensée se développent. Alors, je sais que je vais en choquer quelques-uns, mais je ne peux pas, je le fais à chaque fois. Il y a un mot que je déteste, c'est écosystème. En sciences sociales, moi je sais ce que c'est qu'un écosystème pour des fourmis, des vaches, mais l'écosystème, c'est la négation même de l'idée de SHS, puisque au fond, ça voudrait dire qu'on impose à des acteurs individuels et collectifs quelque chose qui aurait été préconstruit. Non, quand on est en SHS, les catégories du social et les objets des institutions sociales sont construites par l'action humaine et individuelle. Donc on ne met pas des individus comme ça. Bref, fermez le banc comme disent les militaires. Deuxième chose, les SHS doivent, par rapport à un certain nombre de défis, constituer des outils ou des réflexions pour comprendre le changement. Et là, on n'est pas à l'aise par rapport aux sciences dures. Et il faut donner à César ce qui est à César. Je suis désolé, mais moi, quand je discute à Polytechnique avec des mécaniciens, des physiciens qui me disent nous, on est capable d'envoyer un satellite qui va voler pendant 5 ans pour toucher une comète, et pof, à la seconde près, ça se pose et ça prend des photos. Les sociologues, les historiens, ils ont un petit peu de mal à prévoir les révolutions ou les soulèvements dans les banlieues. Ils sont bons après, où ils peuvent dire il peut se passer ça ou ça, mais on ne peut pas vous dire tiens, à 16h40, là, il va y avoir jet de pierre contre un... Voilà. Compliqué. Mais on peut expliquer la complexité. On peut expliquer le fait qu'il y a des jeux d'acteurs. On peut expliquer le fait qu'il y a des logiques. Certains d'entre vous connaissent sans doute un grand sociologue qui s'appelle Howard Baker. Et Howard Baker faisait son premier cours de sociologie en disant à ses élèves voilà, on va faire un jeu. Imaginons que nous soyons Dieu ou un être supérieur et nous avons à créer une société. Comment vous organisez la société? Et il disait, vous avez vu, dans une ville, les gens, ils ne s'habillent pas, ils ne se marient pas, ou ils n'habitent pas au même endroit. Donc, ça veut dire qu'il y a des logiques. Nous, quand on est sciences sociales, on essaie de comprendre ces logiques. Et ça, c'est assez intéressant, que ce soit en économie, en sociologie. Troisième chose, bien évidemment, les sciences sociales, elles vont aider à comprendre la mise en contexte et la mise en distance. C'est ce qu'on disait sur l'histoire. C'est sympa l'histoire, ça permet quand même de faire du comparatif. Ça permet de faire émerger des récurrences. Voir
je vais me fâcher encore avec les économistes, mais ça fait longtemps maintenant, j'ai l'habitude, voire prétendre à faire des lois. Je rigole. Bon, bref. Donc, on va faire de l'analyse comparée. Comparer, ça veut dire comparer dans le temps. Ça veut dire comparer les éoliennes de la Bretagne avec les éoliennes anglaises. Les éoliennes anglaises avec les éoliennes finlandaises. Pourquoi ça marche en Finlande et pas chez les Bretons? Vous allez me dire, c'est les Bretons. Non, je plaisante. Mais c'est parce que, voilà, il y a d'autres logiques politiques, il y a d'autres logiques sociologiques. Et pourquoi ça marche? Donc là, ou pas? Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça permet de faire de l'analyse comparée, ça permet de faire des perspectives historiques et technologiques, ça permet au passage de remettre un peu en cause les modèles dominants sur l'innovation. Il paraît qu'on n'est pas bon, on n'a pas inventé les GAFA. Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas penser la recherche? Est-ce qu'on ne pense pas assez à la recherche? On ne met pas assez d'argent dans la recherche? On a des élites qui savent... pardon. Et, bon, bref. Alors, pour conclure, avant que le président de séance me rappelle... Ben, vous voyez bien que le problème, c'est qu'un certain nombre de ces éléments renvoient à des choses qui vont de l'expertise technique, voire du savoir technique, parce qu'effectivement, dans les sciences sociales, et ça c'est très compliqué d'expliquer ça à des gens qui sont dans les sciences dures, il y a des savoirs technologiques, il y a des méthodes et il y a des techniques. Je suis désolé, mais faire un bon questionnaire, savoir faire une bonne séance d'entretien, j'ai beaucoup de respect pour mes amis mécaniciens, physiciens, etc., mais il faut quand même de temps en temps qu'ils viennent voir les sociologues, les gens du marketing, etc., parce que ça leur éviterait de faire des catastrophes sur un certain nombre de sondages. Donc voilà, j'ai fait quelques pistes. Bon, les SHS, elles ne sont pas seules, mais elles peuvent contribuer, par exemple, à former nos élèves à l'expression des problèmes dans des situations complexes et contradictoires. Voilà. Ce n'est pas un one-to-one. La société n'est pas faite de micro-agents qui font des micro-décisions qui un jour décident d'être ensemble. Non, non, non. Même Rousseau, il a expliqué qu'il y avait un contrat social. Bon. Donc ça veut dire que, voilà, il faut regarder. Deuxième chose, il faut pouvoir observer et comprendre le fonctionnement des groupes humains. Nous, notre spécificité, ce n'est pas seulement de travailler sur l'individu, c'est de travailler sur du collectif. On est tous dans des organisations. Qu'est-ce que ça serait bien si on n'avait pas de collègues, pas de supérieurs? Oh là 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 là. Mais alors, qu'est-ce qu'on aurait du mal à travailler et à avancer? Parce que pour arriver à créer de la richesse collective, il faut aussi ça. Et donc, un des enjeux, c'est de montrer que le complexe, l'organisationnel, le sociétal, c'est des mots un peu creux, mais voilà, ont des logiques et que donc il faut... Ça ne veut pas dire qu'on va apprendre aux élèves à bien se comporter, c'est qu'on va leur donner des grilles d'analyse des situations dans lesquelles ils sont amenés à travailler plus tard. Et on pourra en débattre tout à l'heure, c'est jusqu'où la responsabilité des écoles doit se porter dans la professionnalisation des élèves. Parce que c'est ça le problème. Et je suis désolé de vous le dire, que ce soit, je ne vais pas dire l'X, mais ailleurs, à un moment, on demande tout et n'importe quoi, à son contraire, à toutes nos institutions. C'est-à-dire qu'il faut que les élèves soient polyvalents, compétents, capables de changer, en même temps professionnels, mais bons théoriquement, en même temps capables d'avoir des relations, mais bons dans le sport. Et en même temps, enfin, bon, à un moment, il faut arrêter. On ne peut pas tout faire, donc c'est aussi une réflexion sur les stratégies. Troisième point, ce sont des apprentissages de concepts et de méthodes d'accès au réel. Deux concepts. La consommation macroéconomique chez Keynes, c'est un concept. Je suis désolé, mais quand on regardez en Italie, là, ils sont en train de réinstiller du pouvoir d'achat, ça va créer de la consommation. Il y aura d'autres problèmes, mais voilà, les économistes, Keynes, il vous a montré que ça se passait comme ça. Bon, donc on a des concepts réels à proposer, d'accord ? Des capacités relationnelles, non pas pour dire on va faire des soirées barbecue sous le couvert SHS. Ne rigolez pas. J'ai eu des débats, pas à l'X, mais ailleurs, sur ce qu'on appelait le haut de CV, vous vous rappelez ? Ou le bas de CV. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat dans certaines écoles, notamment de commerce, mais pas que, sur les soft skills et les SHS. On va valoriser l'extra-scolaire. Donc la soirée binouze, la soirée, etc., etc. Et donc ça va être capacité de gestion de collectif et de management de projet. Parce qu'il y a des employeurs qui ont demandé ça. Et c'est une question que je vous soumets. Est-ce que nous devons systématiquement, sans y réfléchir, accepter les catégories du marché du travail ou des employeurs comme étant les catégories de nos formations? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas en tenir compte, mais voilà. Et la dernière chose, parce que ça y est, Mohamed vient de me faire un signe, des techniques de recueil de données. Oui, je vous l'ai dit à l'instant,
des démarches d'observation, des cadres épistémologiques, montrer que il y a de l'hypothético-déductif, et nos écoles, on est en France très spécialisées dans la formation et la section sur l'hypothético-déductif, mais il y a d'autres choses. Voilà, petit cocktail. Et merci Eric, très riche. Donc ça soulève pas mal de, je dirais, un retour très très riche, des premières observations, des premières conclusions, voire des points de vue de par l'expérience d'Éric Courdilier. Donc c'est ouvert à l'échange, bien sûr. J'entendais bien quelques provocations et c'était explicite, et c'est pour ça que je le dis. Donc voilà, des perches à saisir, et l'atelier est fait pour ça. Alors, c'est parti. Bonjour, Radja Alexandre de l'ESTI. Alors j'avais une question un peu précise, puisque j'entends depuis ce matin et puis cet après-midi aussi, puisqu'on a placé l'élève au cœur des débats, mais en fait finalement il y a aussi le corps enseignant, et là plus particulièrement ici, l'opposition entre les sciences dures et les sciences dites molles. Bon, personnellement je suis mathématicien, mais justement je ne comprends pas ce débat. Et je crois que le vrai sujet c'est la formation de nos enseignants. Y a pas de, on le sait tous, tous les enseignants chercheurs qui officient dans nos écoles d'ingénieurs et dans les écoles de management n'ont pratiquement aucune formation en dehors de leur champ de spécialité. Est-ce que la vraie question, ça ne serait pas peut-être, c'est peut-être trop tard une fois qu'ils arrivent dans les laboratoires, je prends l'école polytechnique, ils arrivent dedans, ils ont pratiquement rien eu, rien compris, rien appris autre que les maths. La mécanique, c'est un peu particulier, l'école polytechnique. Soyez court, parce qu'on voilà. Donc, on doit clôturer à 16h. Ma question, c'est que faudrait-il faire du côté des enseignants pour que cette situation change, en particulier pour améliorer la place des SHS? Merci. J'allais vous solliciter, c'est parfait. Boris, le philosophe, donc votre regard, et bien sûr, et autre chose, si vous le souhaitez. Ça va être peut-être un retour d'expérience, finalement. Moi, je connais un peu mieux le domaine de la philosophie dans ses liens avec l'entreprise, qui sont très ténus. Voilà, c'est vraiment, je rejoins tout à fait ce que vous disiez. Mais moi, j'étais un peu initié à ça par Bernard Benatar, qui a fondé l'Institut européen de philosophie pratique, et qui, pendant 20 ans, a eu énormément de mal à recruter en fait, des philosophes pour les connecter au monde de l'entreprise. Pourtant, il y a quand même des personnalités dans à peu près tous les champs des sciences humaines, en sociologie, en psychologie, qui ont été capables de jeter des passerelles en fait, entre ces deux mondes. Est-ce que c'est pas intéressant de construire en fait, autour d'eux aussi, c'est-à-dire en fait, d'aller un petit peu les chercher, parce que je me suis rendu compte que ce sont des gens qui ont créé ces passerelles, mais qui transmettent très peu en fait. Ils n'ont pas le temps parce que justement ils sont beaucoup dans ces mondes-là, dans le monde de l'entreprise, à construire, à aider aux transformations, mais ils transmettent en fait assez peu. Donc comment est-ce qu'on pourrait peut-être aussi essayer de partir d'eux en fait, tout simplement? Merci. Oui. Alors on prend 4-5 et après on essaye de... Prenez un micro parce que comme c'est enregistré, donc comme ça... vous êtes pérennisé pour l'éternité. Je suis le Dr Coste, l'école de santé des armées à Lyon. Et je peux vous donner un petit peu la découverte que j'ai faite du monde anglo-saxon et de l'importance qu'a la pédagogie médicale dans ces pays-là. Et c'est un monde foisonnant où, quand on est enseignant, on est forcément obligé de passer par des modules de formation à la pédagogie médicale. Et voilà. Et en France, force est de constater qu'on a un retard considérable dans ce domaine. Bon, on s'y met progressivement. On voit que de toute façon, dans les réformes des études médicales en particulier qui se mettent en place, il y a cet aspect qui se met en place. Et voilà, on se rapprochera probablement d'un modèle de formation de type anglo-saxon. Mais voilà, effectivement, il faut apprendre à apprendre. La pédagogie ne s'apprend pas. Il faut réfléchir sur les enjeux. Bon, c'est particulièrement prégnant en médecine, où les interactions humaines sont importantes. Voilà, c'était un petit... pour sortir du sempiternel, débat entre école d'ingénieurs, école de management, pour apporter un éclairage dans le domaine médical.
Merci pour cet éclairage et ce retour d'expérience, y compris avec une vision internationale. Oui, s'il vous plaît. Peut-être un petit, pour rester un peu sur cette lignée-là, puisqu'on a un peu interpellé les écoles d'architecture, et notamment françaises. Je suis Lorenzo Diez, directeur de l'école d'architecture de Nancy. Et c'est vrai que bon, je vais témoigner de ce que je vois dans les écoles. Ça ne veut pas dire que c'est exclusif des écoles, mais au moins que ça puisse apparaître dans le débat, puisque visiblement, en France, on a du mal à mettre en avant cette formation qui est pourtant assez, qui a une valeur en Europe. Et voilà, on ferait bien de le mettre en avant que ce soit les Hollandais qui nous envahissent. Voilà, c'est un petit pic comme ça. Ce sont des formations qui allient de manière, je dirais, structurelle, évidemment, les SHS, les sciences exactes, si on peut les appeler comme ça, ou la technologie, et puis les arts. Et donc, c'est des cursus qui croisent systématiquement ces disciplines-là. Alors, est-ce que c'est un peu une bêtise de dire que c'est un cursus interdisciplinaire par essence? Mais je le crois. Surtout, c'est un cursus dans lequel il y a un activateur de ces connaissances qu'on appelle le projet. Alors, chez nous, le projet, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est le projet architectural et urbain, c'est-à-dire c'est un moment l'aptitude à convoquer un certain nombre de disciplines, de données contradictoires pour arriver à une finalité, à un objet qui fabrique un nouveau sens. On utilise souvent quelque chose qu'on appelle passer de la complexité à la simplicité. Mais ce qui est intéressant dans ces études-là, c'est que le temps passé à mobiliser ces connaissances pour les rendre actives et actionnables est assez important, puisqu'il doit représenter un tiers pratiquement de la maquette pédagogique. Et qu'en plus, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, il est très profondément lié au développement du territoire. C'est-à-dire que tous les ans, tous les semestres, les étudiants des écoles d'architecture sont sur les territoires au contact de problématiques concrètes et en apportant des solutions qui sont, alors quelqu'un a dit tout à l'heure, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Voilà, on est typiquement dans ce genre de formation où en effet, il n'y a pas de solution unique. Voilà. Donc c'est juste un témoignage. Je suis désolé, c'est pas une question, mais c'est un témoignage sur ces études d'architecture. Je rappelle, en France, 20 écoles d'architecture, 2000 diplômés par an qui trouvent tous du travail à une vitesse grand V, 20 000 étudiants formés et puis 2000 enseignants-chercheurs. Merci. Votre école est bien représentée au niveau de la commission et y participe activement. Alors, donc, formation des formateurs ou des enseignants-chercheurs. Quelqu'un souhaite intervenir? Oui, Elisabeth Part. Michel Serres qui dit que le dur ne dure pas, seul le doux dure. Et je crois que c'est important, parce qu'on parle de sciences douces, et je crois que c'est de compétences douces, mais je crois que c'est important. CF, le chêne et le roseau, par exemple. Merci. Merci. Alors, oui, CV à l'envers, CV par le bas, par le haut. Je sais que vous avez lancé une expérience. Monsieur n'était peut-être pas là ce matin quand on en a parlé. Non, je rebondis sur, puisque tu mets le débat sur la formation des professeurs. Et tout à l'heure, pour plaisanter, je disais qu'il faut venir plus souvent en immersion en entreprise. Je pense que sincèrement, en plus c'est vrai. Enfin, je pense qu'il faut vraiment. Je pense qu'on se développe. Enfin, dans les entreprises en général. Je parle pas que pour la mienne, mais on se développe. Enfin, il y a de la transformation très rapide en entreprise. Il y a des choses innovantes qui se font. Enfin, on disait tout à l'heure Carlos Ghosn qui veut que les Japonais et les Français se parlent. Nous, typiquement, quand on avait nos soucis avec l'EPR, où on a décloisonné à Areva, on s'est mis tous sur des plateaux communs. Enfin, et je pense que ça, c'est à voir et à vivre. Et quand je disais immersion, c'est pas juste comme ça une journée ou une demi-journée passée en réunion. Je pense que vous avez, enfin vous, vos équipes pédagogiques, etc., intérêt, enfin je pense qu'on peut organiser ça. On le fait avec des profs de l'éducation nationale souvent, donc on peut le faire aussi avec des profs des grandes écoles. Mais ça, c'est un élément sur lequel je voulais répondre. Puis tant que j'ai le micro, je voulais aussi réagir. Évidemment, tout ce qu'on dit là, enfin moi ça me parle, en plus c'est mon domaine et j'en viens. Mais je me dis quand même, c'est pas grave, mais c'est étonnant qu'on s'en rende compte, enfin qu'on en parle aujourd'hui, je trouve ça très bien. Et puis je l'évoquais, on disait il faut faire des trous dans les cases pour que tout ça se parle, se fluidifie. Mais il faut quand même qu'on ait conscience que ce soit dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de management, dans les écoles d'architecture, enfin partout,
vos écoles, on forme quand même les dirigeants de demain et les plus grands leaders de France, d'Europe, du monde. Et si ça, ils ne l'ont pas, comment ils vont pouvoir décider ? C'est-à-dire comment on peut décider sans avoir une compréhension globale du monde, en ayant développé une pensée un peu complexe qui prenne en compte ce qu'on appelle parfois partie prenante ou autre chose. Et là, on se dit comment on décide quand on n'a pas ça ? Comment on prend en compte les conséquences de nos décisions sur des groupes humains. On parlait ce matin de gens qui vont être en chômage ou de migrants qui arrivent sur nos territoires. Qu'est-ce qu'on fait ? Emploi, insertion, etc. C'est quand même... Voilà, c'est super qu'on se pose la question. Après, on peut se dire, on se la pose encore aujourd'hui, c'est dommage, quoi. C'est ce que ça m'inspire. Voilà, merci. Merci. Peut-être Jean-François. Bon, j'ai conscience que l'heure tourne et donc il faut être ultra bref. Mais pardon, donc je détaillerai pas. Mais ce que diverses réflexions amènent à suggérer, c'est de nous inciter collectivement à aller vers de plus en plus de formations croisant les disciplines et les impliquant. C'est très bien que les formations ingénieurs aient 30% de sciences humaines et sociales. C'est très bien, je pense, que nous ayons une perspective autour de la santé, puisque vous évoquiez la santé, la réforme des études de santé et l'incitation qui est faite dans les discours récents. Peut-être la ministre, je ne sais pas s'il évoquera cela, mais de penser des parcours de spécialisation progressive et de ne pas hésiter à penser des couplages, philosophie, médecine, et tout ça, psychologie, tout ça est très intéressant et va dans la bonne direction. Et évidemment, si cela inclut ou embarque la problématique de la formation des enseignants, c'est évidemment très bien. Une des vertus des classes préparatoires était éventuellement de permettre cela, ou est de permettre cela. Ça peut se décliner dans les cursus d'école, ça peut se décliner dans les cursus universitaires. Nous pensons aussi, et nous mettons en œuvre de plus en plus souvent des formations qui couplent des formations en sciences pour l'ingénieur et sciences humaines et sociales. Donc je pense que ça, au fond, il y a un mouvement de fond qu'il faut peut-être proactivement accélérer et renforcer pour aller dans cette direction. Et pour illustrer le principe du décentrement, alors c'est juste une plaisanterie, parce qu'on parlait de sciences dures et puis ensuite que mettre en face sciences molles, sciences souples, etc. Renversons la perspective. Les sciences humaines se voient volontiers être la référence et souvent, certains de mes collègues disent il y a les sciences humaines et les sciences inhumaines. Et par conséquent, je propose cette autre catégorisation qui est aussi une manière de sortir d'un cadre de référence qui, évidemment, détermine par avance la mise en difficulté des sciences qui, effectivement, ne sont pas les sciences de référence. Oui, bien sûr. Jean-François, je peux ? Oui, bien sûr. Très brièvement, la question de la formation interdisciplinaire, vous voyez bien que là, on est en train carrément de révolutionner tout le système de formation des enseignants. Pourquoi pas ? On a un dîner ce soir, on pourra passer 99% de la soirée. Bon. En revanche, notre objet, c'est quand même de former des élèves ou des chercheurs. Et je pense qu'un des moyens, c'est non pas de sensibiliser tout le monde à d'autres disciplines. C'est pas très facile. La pluridisciplinarité, je me rappelle, en 80, le CNRS avait déjà dit qu'il fallait faire des programmes pluridisciplinaires. On sait très bien ce qui se passe dans les processus de sélection, de formation, de recrutement. Donc, pourquoi pas, mais un jour. La question, c'est comment bénéficier pour les élèves de la pluridisciplinarité. Et c'est vrai qu'un des moyens, c'est de mettre autour de la table, sur des objets concrets, la pluridisciplinarité. C'est comme ça qu'on arrivera à faire ça. C'est-à-dire que moi, à Polytechnique, quand je me présentais au début, on me disait « Vous faites quoi au management ?» J'ai dit « Non, je suis professeur de vraie vie. » C'est-à-dire que j'essaye d'expliquer aux polytechniciens que ce n'est pas eux qui vont répondre à une question que quelqu'un d'autre va poser. Malheureusement, ça arrive. Dans toutes nos écoles, c'est les gens qu'on va former qui posent les questions. C'est leur métier, ça va être de poser les questions. Comment on arrive à ça ? Par des stages, ok, mais le problème, c'est que les vrais stages, ça suppose beaucoup plus
d'évaluation, de déconstruction du stage. Et en termes de temps pédagogique et de temps homme passé, on sait tous comment ça se passe, les soutenances de stage. C'est des objets absolument géniaux, malheureusement. Il lisait un très beau bouquin qui a vieilli de Michel Villette, qui avait fait un truc sur le stage en entreprise. Voilà. Donc ça, c'est un dernier élément sur les agendas. Le problème de mettre des philosophes dans les entreprises ou des sociologues dans les entreprises, c'est que les agendas ne sont pas les mêmes. Et je peux vous garantir, moi j'ai essayé de faire rentrer des gens de sciences sociales, des anthropologues. Par exemple, chez Carlos Ghosn, on a essayé de faire rentrer une discipline nouvelle qui s'appelle l'anthropotechnologie. C'est passionnant, si vous voulez, on pourra en parler. Le problème, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ok, c'est bien votre truc, mais moi je dois faire un rapport et je dois agir dans 5 jours. Si vous commencez à dire, mais non, c'est plus compliqué, travailler avec des Japonais, les agendas des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible à faire, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut quelqu'un ou une interface ou un objet, une réunion qui permettent de traduire les choses en disant les catégories ne sont pas les mêmes. Un truc qui marche bien, c'est la recherche-action. Dans les disciplines, ça marche pas mal. Là, on arrive au terme de cet atelier, mais pour éviter toute frustration, je prends une dernière salve de questions courtes. Soyez succincts, si toutefois il y a des souhaits d'intervention. Oui, notre ministre va arriver dans peu de temps. Donc voilà, on ne peut pas déborder. Donc, pas de questions. Bien, pas de frustration, c'est parfait. Donc, je vais demander juste à Jean-François de conclure et de clôturer cet atelier. Merci. Merci. Difficile de rassembler tout ce que nous sommes dit. Je pense que ça a été plutôt une confirmation des attentes concernant les sciences humaines et sociales, sur l'articulation formation-recherche, sur les couplages de formation et sur le besoin finalement d'avoir des profils de professionnels qui sachent prendre en compte les analyses des besoins et les compréhensions des difficultés à implanter des produits, des technologies dans des environnements donnés. Ces choses-là, elles se font soit à partir d'une formation riche et complexe qu'acquiert l'élève, l'étudiant, soit à partir d'un travail en groupe, et on l'a peu évoqué, c'est souvent aussi de cette manière-là qu'il faut travailler. Donc il faut soit avoir des profils complexes, soit avoir des profils complémentaires, et donc une disposition des uns et des autres à travailler ensemble. On l'a peut-être pas évoqué de cette manière-là, mais c'est peut-être aussi une manière de synthétiser finalement les réflexions multiples qui se sont fait jour et qui s'expriment finalement à toutes les échelles et depuis toutes les disciplines que vous représentez. Je ne doute pas que tout cela sera mis en forme et reprécisé dans la synthèse qui résultera de l'atelier. En tout cas, qui, pour ma part, a semblé très... Vas-y. Oui, et je vous incite fortement donc à venir à l'événement que Mamed coordonne avec nous sur cette journée SHS avec le résultat des enquêtes. Et je ne peux que vous inciter à compléter, si vous allez être bientôt recontacté, pour qu'on n'ait pas que le point de vue des écoles d'ingénieurs. Je pense que c'est important. Merci. Merci à vous, merci à tous les participants. Et donc voilà, vous voyez bien que la production de cet atelier, bien sûr, il y a le retour de l'enquête, il y a vos retours d'aujourd'hui, peut-être de demain, et votre participation en 2019. Donc voilà, gardons le contact et essayons de travailler en réseau, parce que le terme a été utilisé ce matin, et en collaboratif. Merci, et on va en rester là pour cet atelier.